Interview en biais numéro 4. La Great Himal Race. Je ne sais pas si vous connaissez cette course qui a lieu dans l'Himalaya. C'est pas vraiment une course, c'est plus une aventure parce que quand on s'inscrit à cet événement, on s'engage pour partir sur 1600 km et 90 000 mètres de dénivelé. En autonomie totale, en se débrouillant un peu comme on peut dans les villages et en tout cas pour dormir et se nourrir. Julien accueille Fleury Roux qui a gagné la dernière édition. Fleury Roux, c'est aussi un athlète assez performant sur les courtes distances et on aborde ici un sujet un peu différent de la perf, mais plutôt l'aventure, avec Fleury qui nous raconte au micro de Julien Gilleron son aventure. C'est parti. Hello, en direct des internets. Je viens de finir une séance là. Aujourd'hui, on rencontre un athlète qui, depuis un mois, réunit littéralement deux opposés. À 26 ans, il était plutôt spécialiste des formats courts et voilà que, le 31 mai dernier, il vient tout simplement ex aequo de remporter le Great Himal Race. Le GHR, qu'est-ce que c'est? 264 heures de semi-autonomie, une traversée intégrale de l'Himalaya, 1600 km, 90 000 mètres de D+. Tout simplement. À 17 ans, il gagnait les 16 km du VO2 Trail des Templiers, passera par plusieurs Saint-Élion, marathon d'Écosse, finissait 3e de la MCC en 2023, et ce 31 mai, sa barbe rousse ralliait le camp de base du Kanchenjunga à l'est de l'Himalaya. 31 mai. Tiens, le lendemain, sa dulcinée devenait, elle, championne d'Europe de trail. Décidément, il y a la loi des emmerdements, mais aussi celle des émerveillements maximum. C'est donc un nouvel invité passionnant, avec qui on va parler de compétition et de voyage, de Paris-Dakar et de trail, d'ultra ou pas, mais peut-être encore plus de pulsion. Le challenge et la compétitivité, qu'est-ce que c'est au fond? Est-ce que c'est une traversée du Népal ou un cross du Mont Blanc? Est-ce que l'on s'accomplit dans la polyvalence des expériences de vie ou dans la transcendance du dépassement athlétique? Sa réponse, ça sera, vous vous en doutez, celle d'un athlète et d'un individu en plein devenir. On a la grande chance et le plaisir d'accueillir un invité qui fait le lien avec notre marraine du premier épisode. On a donc la chance et le plaisir d'être avec Fleury Roux, orienteur à mes heures perdues et actif dans le monde de l'orientation et du trail. Salut Fleury, ravi de t'avoir. Comment tu vas? Et ben ça va plutôt bien. Tu nous disais que ta course en Himalaya n'était pas si importante pour toi. Après 2 mois au Népal, comment se passe un atterrissage en France avec des législatives accélérées, un planning de course, on dit au revoir à quelque chose dont on va pas revenir indemne. Bref, comment ça se passe? Et ben ouais, déjà j'ai loupé l'actualité française depuis 2 mois. Donc c'est sûr qu'en revenant, j'ai vu les élections et j'ai vu les nouvelles élections qui se préparent. J'ai loupé pas mal de courses aussi hein, en France. Et moi qui aime bien aussi l'actualité du trail, ben c'est sûr que ça fait un petit peu bizarre. Après, on a vécu tellement de choses et j'ai vécu tellement de choses là-bas au Népal sur cette Great Himal Race que c'est sûr que j'ai toujours dépensé là-bas et souvent je me remémore un petit peu des moments que j'ai vécus. Et le retour, pour l'instant, il se passe plutôt bien, malgré une grosse fatigue quand même, parce que là, c'est surtout un manque de sommeil dont j'ai besoin, enfin, que je ressens en tout cas, parce que je pense que là, je décompresse un petit peu ben, de tout ce que j'ai vécu là-bas. Et le retour en France, il s'est bien passé. J'ai repris l'activité sportive, mais je sens que mon corps, il a besoin de dormir, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je ressens. Et du coup, c'est ce que je fais. Donc, je fais des grosses nuits et je fais des grosses siestes. Est-ce que tu te projettes immédiatement sur quelque chose, déjà, en termes de course, et même, en toute sincérité, tu peux nous le dire, est-ce que tu le faisais déjà à tes moments perdus pendant ce Great Himal Race qui fait, mais on va en reparler, pour toi, 264 heures d'endurance, 1700 km et 90 000 mètres de D+. Oui, un petit peu. Forcément, on se projette parce qu'il y a des moments de lassitude dans ce genre de projet comme la Great Hima Race. Et du coup, ben, on pense un petit peu au retour, à ce qu'on va vivre et ce qu'on va devoir faire, parce que c'est aussi important de se reprojeter ben, dans d'autres projets. J'avais déjà eu l'expérience en Norvège en 2022 où voilà, je m'étais un petit peu. Ça avait été compliqué. J'avais voulu me reprojeter trop vite sur des compétitions et j'en avais payé le prix fort après parce qu'en fait, j'avais eu plusieurs mois à vraiment récupérer de cette aventure. La Norvège 2022, tu as traversé la Norvège en autonomie avec ton frère et en orientant. Voilà, c'est ça, ouais. Et on avait pris 3 mois pour faire ça. Et j'avais voulu reprendre la compétition beaucoup trop tôt, le boulot beaucoup trop tôt. Et j'avais eu du mal à récupérer parce que j'avais pas pris le temps de récupérer, tout simplement. Donc là, je me suis laissé le temps, je me suis laissé un bon mois là pour couper un petit peu.
Alors oui, je me reprojette déjà parce que j'ai toujours cette envie quand même d'aller chercher de nouveaux projets. Et là, alors, sur ce genre de gros projets comme ça, comme la Great Ima Race ou Across Norway en 2022, ça prend plusieurs années avant de se reprojeter sur ce genre d'aventure. Par contre, voilà, j'ai déjà coché un petit peu des courses en fin de saison, mais je me suis pas mis une obligation. Et j'attends surtout de retrouver une forme correcte et un niveau d'envie correct aussi pour pouvoir me reprojeter sur de l'entraînement. Après, tu vois, j'avais déjà même anticipé des choses avant le Népal, puisque je suis déjà inscrit au KV du Mont Blanc qui a lieu dans une semaine maintenant. Donc, je ne sais pas encore si je vais le courir. Je prendrai ma décision peut-être quelques heures avant ou quelques jours avant. Mais voilà, sinon le prochain gros objectif, ça risque d'être la MCC, je pense, sur Chamonix, parce que derrière, je filme sur les courses de l'UTMB. Et puis ensuite, la Saint-Élion, qui est pour moi ma course de cœur sur la fin d'année. Entre-temps, il y aura sûrement d'autres courses, mais pour l'instant, c'est des idées que j'ai eues et c'est pas encore écrit sur un papier, quoi. C'est toujours tentant, j'imagine, de rentrer de 2 mois d'endurance entre 4000 et 5500 mètres et de se dire, bon, c'est bon, même si les effets de l'altitude sont lointains, j'ai une machine à laver dans le buffet, je me fais un KV les doigts dans le nez. La MCC, c'est une course que tu connais très bien, tu as déjà fini quatrième. En termes de sensations physiques, est-ce que tu peux déjà penser sereinement à des choses comme ça? Oui, alors pour l'instant, j'ai pas encore récupéré physiquement. En fait, c'est sûr que les bénéfices que j'ai eu de l'altitude ou la caisse que je me suis construit en fait pendant 2 mois, c'est pas assez important par rapport à la fatigue engendrée. Je pense que ça aurait duré 30 jours. Oui, j'aurais pu profiter de 30 jours de volume. Là, c'était quand même 50 jours. Et je pense que les 10, 15 derniers jours, on tape quand même pas mal dans l'organisme et on met quand même du temps à récupérer et la fatigue s'accumule petit à petit au fur et à mesure du projet et de l'aventure. Donc là, actuellement, je me sens pas du tout capable de courir, en tout cas à haute intensité, un KV. Après, moi, ça dépendra surtout de l'envie. Si la forme n'est pas forcément présente, c'est pas très grave. Il faut surtout que j'ai l'envie de me faire mal. Et pareil pour le reste de la saison, en fait, ça dépendra de l'envie. Et puis la forme, elle reviendra aussi, et je sais, au fur et à mesure, petit à petit. Donc je sais que pour l'instant, je suis loin de ma forme optimale pour courir un KV. Parlons de polyvalence, puisque c'était l'objet en introduction. Tu es 5 fois champion de France junior d'orientation. Tu es caméra runner, donc tu es collé tout le temps à l'intensité d'un mondial de trail, comme à Innsbruck l'année dernière, d'un UTMB, de Golden Trail. Tu partages la vie d'une athlète surcompétitrice, puisque c'est Clémentine Geoffrey, notre bonne fée, et qui va se frotter au Golden. La pulsion de l'intensité. Tu connais ça, toi, mieux que quiconque. Je voudrais vraiment savoir comment tu parviens à basculer sur une pratique à l'opposé, faite de douleur, de recommencement pendant 50 jours, de résilience, comme dirait Chirac dans Les Guignols, 50 jours, putain, l'état mental et physique, qu'est-ce qu'il devient dans ce type d'épreuve? Et je ne sais même pas si encore on peut parler d'épreuve. Moi, j'ai toujours aimé cette polyvalence et du coup, j'aime le très intense, les efforts très courts. Je crois qu'un des efforts que j'ai préféré en compétition, ça restera le Red Bull 400 où tu montes sur un tremplin pendant 3 4 minutes. Tu vois, donc ça, c'est des trucs que j'ai Voilà. adoré. J'avais pris énormément de plaisir sur cet effort-là. Et d'un côté, ben, j'adore aussi les très très longues sorties et les très longues aventures. J'aime aussi construire des choses sur du long terme. Tu vois, écrire la ligne qu'on va tracer en fait sur des aventures comme Cross Norway ou la Gotima Race. C'est qu'en fait, j'adore le tracé final que ça donne lorsqu'on réalise ce genre d'aventure et on réalise des traces assez folles. Et du coup, ça, c'est de la patience et de la construction sur 50 jours d'effort. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, je fais la différence entre ces deux types d'efforts, les efforts très intenses, comme je peux le faire en course, comme caméra runner, et puis les efforts très longs sur 50 jours ou 80 jours. Euh, mais ça n'a rien à voir pour moi dans l'approche, puisque les efforts intenses, je les vois plus comme quelque chose de compétitif, où en fait, je vais aborder les efforts courts pour le plaisir de la compétition. Et le plaisir dans l'effort intense, alors que de ces projets de très longue aventure comme ça, pour une découverte de moi, une découverte de mes capacités à la fois physiques et mentales sur une approche totalement différente. Et j'aime cette polyvalence et j'aime me découvrir dans tous ces états, à la fois sur des compétitions intenses et à la fois sur des trucs très longs. Je me verrais pas faire des trucs intenses juste comme ça pour le plaisir. J'aime le faire en compétition et j'aimerais pas non plus faire des trucs très longs qu'en compétition. J'aime aussi le faire pour moi parce que il faut arriver un petit peu à gérer d'autres aspects
Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas encore fait des trucs intermédiaires qui pourraient être l'ultra ou autre, parce que justement, je suis un peu dans les extrêmes et j'aime naviguer entre ça. C'est ce qui un peu me tourmente par moment, c'est que des fois, j'arrive pas à être très bon dans une discipline ou dans une autre, parce que en fait, j'aime cette polyvalence et je sais que ben, pour être très bon sur du court, il faudrait que je fasse ça de toute mon année, et pour être très bon sur du très long, il faudrait aussi faire ça toute son année. Beaucoup de points récurrents dans ce que tu dis. Tu parlais justement d'être dans les extrêmes. C'est ce qu'on disait aussi en introduction. On va revenir à la notion d'ultra. On va dire par exemple un 100 miles en compétition. Mais pour le moment, revenons, puisqu'on en parle, sur le Great Himal Trail. Un rappel pour les internautes, le Great Himal Trail, ça a été fondé pour la première édition en 2017 par Bruno Poirier, donc pilier du journalisme running, qui lui-même en 94 avec Paul-Éric Bonneau avait déjà aligné 2000 km et 55 000 de D+, sur 42 jours. Bruno fondera les Chevaliers du Vent, puis il y aura d'autres courses dans le Népal comme l'Himal Race, l'Everest Sky Race. En termes de chiffres, c'est une bavante colossale, puisque vous êtes parti début avril pour 1602 km exactement, 90 310 mètres de D+, 53 jours divisés en 50 étapes, 26 personnes recrutées sur dossier. À l'arrivée, c'est Jules-Henri Gabiou, le Suisse, qui franchit la ligne avec toi, et le Népalais Upendra Sunwar. Question toute bête et double. Aucune trouille à un moment donné de t'aligner là-dessus, et comment ça vient se loger dans ta tête? Alors, si, enfin, c'est pas de la trouille, je dirais donc que c'est plus de l'appréhension parce que forcément, je connais pas du tout le Népal. Après, l'avantage, c'est que je connaissais un petit peu mon corps sur ce genre d'effort puisque j'avais l'expérience de Cross Norway en 2022. Donc, je connaissais l'effort, je savais que j'allais pouvoir tenir l'enchaînement des journées. Par contre, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, c'était l'altitude, la gestion un petit peu des étapes avec le groupe, et puis le Népal, quoi. Comment, enfin, à un moment donné, moi, j'ai aucune connaissance de ce pays, de ces montagnes. Et est-ce que je vais me sentir à l'aise? Est-ce que ça va me plaire, quoi, tout simplement? Parce que peut-être qu'au bout de 10 jours, sur le projet, t'en as marre et tu veux rentrer. Moi, je me doutais quand même que si j'allais là-bas, j'avais un petit truc en moi qui faisait que j'avais vraiment envie d'y aller. Ça faisait quelques années que les courses de Bruno me faisaient envie et que j'avais envie de découvrir le Népal. Quand on aime la montagne, euh, et je pense que je l'ai découvert encore plus ici, mais ben, l'Himalaya, ça reste quand même un massif qui est exceptionnel et on se doit d'y aller, rien que pour la découverte du pays et des montagnes. Après, je me suis cassé la clavicule 2 mois avant, donc forcément, d'un point de vue prépa, ben, j'étais pas non plus ultra serein sur ma façon d'aborder la course. Mais moi, je l'ai toujours abordé, je l'ai pas forcément abordé course. Là, tu as parlé un petit peu de classement ou autre, mais nous, enfin, même avec Jules ou Jules-Henri ou d'autres, on était plus dans l'option de finir déjà, enfin, dans l'idée de finir cette aventure avant de vouloir gagner cette course-là. C'est-à-dire que même si à un moment donné, t'es pas bien, bah, l'idée, c'est quand même de finir et de faire en sorte de rejoindre les deux bouts. Donc, Ilsa, le point de départ, au camp de base du Kanchenjunga. Après, je me suis rendu compte rapidement qu'après quelques jours, en fait, je me sentais vraiment à ma place dans ce pays et que j'étais super bien accueilli. On était super bien accueillis par les locaux et qu'en fait, dans ces montagnes, je me sentais bien, je me sentais à l'aise et j'ai tout de suite pris le bon rythme. Tu commences jeune, tu commences à 17 ans, tu fais septième, puis quatrième sur deux marathons d'Écosse, une quatrième place sur la YCC, on va dire la YCC 2018. Mm. On parle d'un athlète entre 18 et 20 ans, quoi. Tu es passé par trois Saint-Élion, donc une 70e place, un abandon et une 78e place, ou un Tour de la Grande Casse, tu termines deuxième. Tu avais couru peu de formats longs à part cette aventure en Norvège. Avec une clavicule cassée en plus, comment on se prépare pour un Great Himal Race? Disons que la majorité des gens qui étaient là, les coureurs, en fait, ils avaient tous des expériences de malades. Tort des géants, tort des glaciers, PTL, enfin, Swiss Peak, Transpyrénéa, enfin, ils avaient tous fait des trucs de malades. Moi, c'est vrai que j'arrivais et j'avais juste mon expérience de cross norway. Après, je faisais pas doute sur mes capacités sur du long parce que certes, en course, j'ai jamais fait de très long. Par contre, à l'entraînement, et je me suis déjà fait faire, enfin, je me suis déjà fait des itinérances comme ça. Du coup, en ayant discuté aussi avec les autres coureurs, en fait, ben, ça a totalement rien à voir. Le type d'effort entre un Tour des Géants, par exemple, et une course aussi longue comme ça. Là, on est plus dans de la gestion et on est dans l'adaptation à chaque journée, en fait, parce qu'il y a à la fois le côté course à prendre en compte, mais aussi le côté aventure. Et moi, c'est ce que j'aime, et c'est le fait de savoir orienter, de se débrouiller en orientation. Donc là-dessus, ben, je sais que c'était plutôt moi qui ai aidé les autres coureurs. Ensuite, il y a le côté ben, trouver un petit peu sa place dans le groupe et trouver sa place aussi ben, par rapport au pays qui t'accueille parce qu'on on logeait chez l'habitant. Donc en fait,
il y a toute une culture un petit peu à prendre en compte là-dedans. Et moi, c'est vrai que je me suis assez senti à l'aise. Et ben voilà, c'est des choses en fait qu'il faut prendre en compte sur ce genre de grande aventure. Alors que les ultras qui sont déjà bien standardisés, en fait, tu t'occupes pas de grand-chose si ce n'est de la performance sportive qui est de courir. Parce que le corps, il a compris que tu devais lui infliger 35-40 km par jour et que ça allait continuer pendant 50 jours. Je ne vais pas parler de moi parce que ce n'est pas l'objet, mais pour évoquer le passé. Dans les années 2000, les voyages ultra se multiplient. On l'a évoqué, l'Annapurna Mandala, l'Himal Race, donc 2000, 2002, l'Everest Sky Race en 2003, mais aussi le Solo Khumbu de Dawa, Sherpa. Pour ma part, j'ai toujours senti une sorte de sentiment pas de culpabilité, mais j'osais pas voyager pour courir. Je trouvais que c'était un sport de riche et j'avais la conviction que j'allais passer à côté d'une culture complètement. Aujourd'hui, 2024, j'ai l'impression que tout a changé avec la mondialisation du trail, voire, même si c'est des choses différentes, mais face à un UTMB, World Series en Thaïlande, un 100 miles en Argentine, etc. Sincèrement, est-ce que vous passez 50 jours à côté ou totalement au travers d'une culture sans trop pouvoir vous y mélanger, ou est-ce totalement le contraire? On est vraiment intégré en fait dans la culture du pays. Et je pense que c'est ce qui fait la force un peu de ces aventures et de ces courses. C'est qu'il faut bien. En fait, on peut pas comparer les circuits TMB ou d'autres courses comme le marathon des sables ou autres avec ce genre d'aventure parce que Bruno qui organise ces courses, en fait, c'est quelqu'un de simple et la course, elle est à son image. Il nous responsabilise et il nous laisse libre, en fait. Et du coup, en fait, on n'a pas le choix que d'être intégré dans cette culture locale parce que, comme je te disais, on va dormir chez l'habitant, on va voyager avec les Népalais, on va leur demander à chaque fois le chemin parce que c'est eux qui connaissent les chemins les plus courts pour orienter un petit peu au Népal. Donc, en fait, on est vraiment intégré là-bas et puis on a des Népalais aussi qui étaient sur la course. Donc moi, j'ai pas du tout senti ce côté, on fait notre course et on se soucie pas de ce qui se passe à côté du Népal, etc., quoi. Et en fait, on a noué des liens avec les Népalais sur place. Alors, certains qui nous logeaient à la journée et puis les Népalais aussi qui couraient en fait la course avec nous. Nous, faut bien savoir qu'on est quand même en autonomie. On porte notre matériel, on doit se débrouiller pour manger, se débrouiller pour dormir. Donc forcément, si tu joues pas à ce jeu-là et si tu t'intègres pas ben, dans le Népal et dans l'Himalaya, ben, en fait, tu te retrouves perdu et ça devient vite une aventure très, très compliquée. Qu'on critique, pourquoi pas un Paris-Dakar ou un Marathon des Sables, on a souvent entendu la critique de courses obscènes. Si on fait abstraction du profond respect et de l'engagement depuis 20-30 ans de Bruno, de sa passion pour l'Himalaya, Bruno qui finit encore 9e cette année après 346 heures de course, là, à un moment, on aurait pu penser que c'était une sorte de politesse. J'en viens à la notion d'ultra pour toi. Est-ce que c'est au fond un voyage physique et mental donc qui va impliquer un déplacement physique, ou est-ce que c'est un 100 miles, mais à l'intensité athlétique qui va repousser les limites de soi-même? Je pense que ça peut être les deux. Alors aujourd'hui, c'est sûr que on est plutôt sur l'ultra a plutôt été donné à toutes ces courses qui font 160 km, voire un petit peu plus, où tout est organisé et on a juste à se focaliser sur la performance physique et mentale qui est de chercher la performance à tout prix. Euh, Moi, j'appellerais pas ça de l'ultra. Ce qu'on a vécu, j'appellerais pas ça de l'ultra, j'appellerais ça plutôt de l'aventure parce que oui, ça reste des efforts très longs, mais en fait, il y a tellement d'autres choses à prendre en compte dans la préparation, dans la manière d'aborder la course, on est loin de toutes les courses qui sont proposées. Je pense que ceux qui font de la compétition, ils diraient que l'ultra, c'est vraiment la recherche de performance et de dépassement de soi. Nous, quand on va là-bas, on est plutôt sur de l'aventure. On va découvrir un territoire, découvrir des montagnes, et on vit l'épreuve totalement enfin, différemment, en tout cas. Oui, on n'a pas parlé d'intégrité physique aussi et de notion de risque. Est-ce que l'ultra aujourd'hui, ça signifie se mettre en danger soi? Elle est questionnable, la notion de prise de risque sur l'aventure que tu as vécue. Bon, là aussi, c'est un autre sujet, mais ça vient laisser aussi semer un petit caillou dans notre réflexion sur la notion d'ultra, où on critique souvent les 100 miles ou les plus grosses épreuves, je ne sais pas, 200, 250 km, qui sont organisées, puisque il y a moins de danger ou de risque, et pour certains, on est moins dans l'ultra. Dernière question, la première très courte. Tu as terminé le 31 mai, c'était obligatoire pour pouvoir suivre le live trail de la victoire de Clémentine le lendemain? Alors, j'ai même pas pu suivre le live puisqu'on n'avait pas de réseau en fait. C'est mon frère qui m'a envoyé les résultats de Clémentine et j'étais vraiment déçu de pas pouvoir suivre la course en direct et pas pouvoir être présent aussi. Trop content quand j'ai vu tous ces messages aussi après, ben, que ce soit sur ma balise GPS. Puis après, j'ai pu
revoir un petit peu les images sur mon téléphone quelques jours après. J'aurais dû finir 3-4 jours avant pour me retrouver à Katmandou le 1er juin. Comme on l'a dit, c'est notre marraine pour le lancement de ces interviews. Elle ne nous a pas dit j'étais totalement peinarde pour m'entraîner, c'était royal. Elle nous a pas dit ça, promis. L'ultime question, mot de la fin en quelques mots. Revenons à l'origine, la pulsion compétitrice, est-ce qu'elle a changé pour toi? Elle reste toujours synonyme d'enrichissement dans la variété des expériences, mais surtout dans un brassage des opposés. Ouais, je pense que ma manière de voir le sport, le trail, elle va rester de cette façon et cette Great Himalaya, elle n'a pas changé ma façon de fonctionner et de pratiquer le trail. Je vais continuer à faire des efforts très courts et intenses, continuer mes activités dans ce monde-là, dans le monde du trail, continuer à m'épanouir là-dedans. Et puis, forcément, j'ai toujours des envies d'ailleurs, des envies de plus long. Donc, ça passera aussi par des projets d'ultra long. L'air d'arriver à plan pras pour la fin du kilomètre vertical. Pardon, j'articule plus. T'attends jeudi à Merci, l'altitude de Chamonix. On te souhaite le meilleur. Merci Fleury. Merci en tout cas. Ouais. Merci.